Voilà, donc bonjour à tous. Donc comme vous l'avez compris, je suis à la fois à Sainte-Anne et en même temps en ligne. Donc je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où j'ai une consultation de psychiatrie et d'addictologie. Et à côté de ça, j'ai développé un concept, ou en tout cas une activité qui s'appelle Culture Pop et Psychiatrie. Et c'est ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs Cynthia Fleury et toute l'équipe de la chaire de philosophie de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui de pop culture, de stigmatisation. Et on va aller de Franco Basaglia à Britney Spears. Donc ça va être tout un programme qui, je pense, est peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Bon, peut-être que vous me direz pendant l'échange que Britney a déjà été mise à l'honneur dans cette chaire de philosophie, mais en tout cas, ce serait pour moi une surprise. Alors, on va commencer avec le vif du sujet. On va commencer avec une citation d'un psychiatre qui est loin d'être pop, qui est plutôt psy et qui est pas tout à fait quelqu'un considéré comme très amusant, quoique. C'est Franco Basaglia, donc le psychiatre qui est à l'origine du mouvement de désinstitutionnalisation de la psychiatrie en Italie. C'est, pour rappel, le psychiatre qui a été à l'origine du mouvement qui a mené à la fermeture de tous les hôpitaux psychiatriques, en tout cas une grande partie des hôpitaux psychiatriques en Italie. Il développe ça dans son livre L'institution en négation, où il explique pourquoi il le fait. C'est quelqu'un qui a une pensée très radicale, à l'époque très révolutionnaire, hein, dans les années 60, décidé que finalement, par essence, l'hospitalisation des patients atteints de troubles psychiques était néfaste et qu'il fallait, du coup, de manière très radicale, tout fermer pour faire autrement. Avec les tensions que ça a pu créer. Et il explicite un peu son choix dans ce livre. Et il a cette citation que je trouve assez éloquente, même aujourd'hui, qui dit donc: la psychiatrie établit à beau jeu de définir notre travail comme privé de sérieux et de respectabilité scientifique. Ce jugement ne peut que nous flatter. Il nous associe enfin au manque de sérieux et de respectabilité attribué depuis toujours au malade mental comme à tous les exclus. Donc finalement, je pense que ce côté dissident, ce côté, alors la pop culture, on va le voir, c'est quelque chose qui peut être considéré comme assez ludique, comme peu scientifique, parfois peut-être peu respectable. Et bien finalement, je trouve que ça s'accorde assez bien à la psychiatrie, à la santé mentale, où de toute façon, exercer, soigner dans le sphère de la santé mentale, c'est, on le sait pour plein de raisons, être aussi quelque part stigmatisé ou en tout cas vu à part. C'est vrai pour tout ce qui est des spécialités médicales, mais c'est vrai aussi dans d'autres sphères. Et donc finalement revendiquer cette position d'exclu de manière un peu radicale, je trouve ça assez intéressant. On va faire un bond en avant dans le temps. Là, peut-être que d'autres l'auront reconnu. En général, c'est pas les mêmes qui reconnaissent Franco Basaglia et Lady Gaga. Il s'agit donc de la pop star Lady Gaga qui, elle, en 2020, a dit là aussi de manière, on peut dire, quelque part radicale: beaucoup de gens ont peur des médicaments faits pour aider leur cerveau. Je veux lutter contre le stigma à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de stigmatisation, on va parler de finalement pop culture et de santé mentale. Alors un petit détour par la pop culture, on va définir ensemble ce qu'est la pop culture. Dans la pop culture ou la culture pop, on a tendance à la confondre souvent avec la culture de masse, c'est-à-dire des choses qui sont très connues. On va voir que la pop culture, c'est effectivement prendre des icônes, des images très connues de la culture populaire. Par exemple, vous l'aurez reconnu, la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, qui est pour le coup une des peintures, voire la peinture la plus célèbre au monde, ce fameux visage avec ce petit rictus énigmatique, qui est voilà une œuvre que tout le monde, en tout cas une grande partie de la population, arrive à situer. Cette Joconde, donc qui est une œuvre très populaire, a subi un premier traitement,
on va dire pop, en tout cas dans le mouvement dadaïste, avec Marcel Duchamp, qui en 1919 a sorti, a griffé une carte postale de cette Joconde. Donc finalement, on voit que dès le début du XXe siècle, c'était déjà une icône pour la culture générale, puisqu'elle était du coup un peu présente partout. Et donc, sur cette carte postale, il a décidé de la grimer avec une petite moustache, un bouc, et puis surtout un allographe. Donc un allographe, c'est un ensemble de lettres, un acronyme qui, quand vous le dites à voix haute, donne une signification. Et là, en l'occurrence, il s'agit, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire, c'est L, H, O, O et la lettre Q. Donc on est sur quelque chose d'assez grivois. On peut se dire, bon ok, c'est pour faire une petite blague humoristique autour d'une icône. Finalement, et c'est déjà ça un peu la culture pop, c'est prendre des images très populaires et finalement les subvertir quelque part et leur faire dire autre chose. Et ben, si on comprend un peu le contexte de cette œuvre, alors déjà c'est le mouvement dadaïste, donc qui a préfiguré le pop art en justement remettant un peu une horizontalité finalement par rapport à une culture qui serait élitiste, qui serait une belle culture, qui serait une culture savante avec des choses plus populaires. Et puis surtout, ce petit moustache qu'il a fait à la Joconde, on peut se dire, bon, c'est un peu enfantin, c'est un peu infantile. En fait, pas tellement, puisque il s'agit de la transformer finalement quelque part en homme à un moment où il y avait énormément d'études, notamment autour de la psychanalyse. Même Freud a écrit dessus d'ailleurs, sur le fait que peut-être que la Joconde était un homme, en tout cas que Léonard de Vinci était d'orientation sexuelle homosexuelle. Donc on voit que finalement, derrière cette chose qui peut paraître un peu infantile, et ben, en fait, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Encore plus récemment, alors là aussi, peut-être que tout le monde ne la reconnaîtra pas, il s'agit de Aya Nakamura, qui est donc l'artiste francophone qui a le plus de succès depuis Édith Piaf, donc c'est quand même pas rien dans le monde entier, et elle-même a décidé de, à un moment, prendre cette image de la Joconde pour symboliser probablement une certaine puissance qu'elle peut tout à fait réclamer au vu de son succès discographique. Mais on voit là aussi que c'est quand même pas rien et que finalement prendre encore une fois cette image très populaire pour faire dire autre chose, c'est vraiment ça la pop culture. Alors là, toujours dans la culture contemporaine, il s'agit d'un couple, un peu le couple royal de la pop culture. Il s'agit de Jay-Z et de sa femme Beyoncé, qui, pour la petite histoire, ont tourné un clip dans le Louvre et finalement ont réalisé ce clip. Et évidemment, dedans, il y avait la fameuse Joconde. Ça, c'était en 2018. Il faut savoir que c'est l'année dans laquelle le Louvre a battu son record depuis son existence de fréquentation, en grande partie grâce à ce clip. Et finalement, on voit que cette culture populaire, encore une fois, cette culture pop, loin d'être quelque chose d'anecdotique, elle a aussi un vrai impact dans notre société, un impact financier et un impact également dans finalement la notoriété et de placer certains sujets sur le devant de la scène. Si on avait demandé à des historiens de l'art, selon eux, quel était l'événement en 200 ans d'existence du Louvre, quel était l'événement culturel le plus important, je suis pas sûr que d'emblée ils aient comme ça cité la chanteuse Beyoncé qui danse devant la Joconde. Et ben pourtant, c'est le record de fréquentation et vu ce qui s'est passé depuis, je vais pas vous faire l'affront de vous l'expliquer, pour ceux qui sont allés au Louvre récemment, il y a quand même beaucoup moins de monde et donc on n'est pas prêt de battre ce record de 10 millions de visiteurs, à moins que peut-être Beyoncé ou quelqu'un d'autre retourne un clip, mais ça c'est une autre histoire. Toujours cette Joconde, on voit que, et c'est aussi le principe de la pop culture, un peu proche de la culture du mème, en tout cas d'une culture très internet autour de la répétition, puisque c'est également Meghan Markle qu'ils ont grimé en Joconde, là aussi pour pouvoir magnifier un certain pouvoir, en tout cas essayer de prêter, on va dire, un hommage à Meghan Markle, qui est la première personne racisée à intégrer la famille royale. Et là encore, on voit qu'on touche à des sujets qui sont assez sensibles, et c'est ça la grande puissance de la culture pop.
et au-delà de ce pouvoir culturel, un pouvoir financier, puisque depuis le tournage de ce clip, depuis le succès, la Joconde, alors même si elle n'avait pas forcément besoin de ça, mais a une ressucée un peu de popularité, au point que des grandes marques de mode, comme là c'est une collaboration avec la marque Uniqlo, ont utilisé finalement cette Joconde pour vendre des t-shirts, avec aussi, notamment pendant la période du Covid, une réalité qui est que c'est grâce à ce type d'intervention, de collaboration, qu'ils ont pu remplir un peu les caisses de cette institution qu'est le Louvre. Donc on voit que cette culture, elle est loin d'être anecdotique. Alors, peut-être que certains vont me dire oui, ok, c'est vrai que jusque-là, c'est des exemples très américains. Cette société de l'image, alors là aussi, c'est un autre pan, un autre monument de la pop culture. Il s'agit de l'influenceuse, ou en tout cas la célébrité Kim Kardashian, qui est célèbre pour le fait d'être célèbre. Donc c'est la première fois qu'une personnalité atteint cette notoriété au niveau mondial sans avoir de support à sa notoriété, c'est-à-dire qu'elle est célèbre parce qu'elle est célèbre, et plus elle est célèbre, plus elle est célèbre. Donc c'est assez vertigineux quand on y pense. Elle n'a pas spécialement fait de films ou de chansons. Elle a fait un livre. Alors là, il s'agit d'un livre qui s'appelle Selfish, qui est une compilation de ses plus beaux selfies, publié quand même chez Rizzoli, qui est une très belle maison de photographie et de bouquins d'art. Donc pareil, on se dira, bon, c'est peut-être pas le livre le plus... Donc on était sur Kim Kardashian, cette influenceuse célèbre car elle est célèbre et qui a publié ce livre donc Selfish. On peut se dire que voilà, c'est ok, une culture américaine un peu loin de nous et peut-être loin de la psychiatrie. Alors peut-être que cet influenceur, vous allez le reconnaître, il s'agit de notre président et candidat Emmanuel Macron, qui lui-même s'est adonné à la mode du selfie de manière assez large. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'une campagne autour de la vaccination qu'il a lancée sur TikTok en reprenant clairement les codes esthétiques hérités de Kim Kardashian. Pas que elle, hein, bien évidemment. L'autoportrait n'a pas attendu, mais quand même, on voit à quel point il y a un impact et surtout à quel point ça dépasse largement uniquement le microcosme hollywoodien. Si on parle un peu de santé mentale, où on en est aujourd'hui, on en est à un moment où une grande athlète, là en l'occurrence il s'agit de Naomi Osaka, qui a fait part de sa difficulté à faire la compétition de Roland-Garros, donc la numéro 1 mondiale à l'époque, qui a expliqué tout simplement que à cause de problèmes de santé psychique, elle n'était pas en état de faire la compétition. Elle a été rejointe par beaucoup de sportives, notamment Simone Biles au cours des derniers Jeux Olympiques, et plus récemment encore Lewis Hamilton, le grand champion de Formule 1, qui également a parlé à visage découvert de leur santé mentale et du fait qu'à un moment, c'était pas possible pour eux de se prêter à l'exercice d'une compétition sportive en raison de leurs troubles psychiques. Aujourd'hui, ça peut sembler quasiment banal, quoique on en reparlera, mais il s'agit, vous l'avez remarqué, que d'exemples américains. Bon, on voit que la France a un peu de retard. Si on regarde la situation quelques années, on va dire 20 ans auparavant, ce qui est à la fois beaucoup, mais en même temps pas tant que ça, certains d'entre vous, je pense, s'en souviennent, les JO de Sydney, où Marie-Josée Pérec, qui était une des championnes promises, en tout cas ou attendues au tournant pour nous rapporter beaucoup de médailles, n'a pas pu participer à la compétition, notamment pour des questions de pression. Et si vous vous souvenez, en tout cas moi je m'en souviens, même si j'étais assez jeune, de la manière dont ça a été traité dans les médias, où elle a été littéralement poursuivie par des journalistes à l'aéroport alors qu'elle s'échappait du village olympique, puis globalement un peu traînée dans la boue, voire même largement, avec des réactions du style, voilà, elle nous doit ses médailles, c'est encore un caprice, on comprend pas pourquoi elle fait pas la compétition, elle a pas l'air si malade, elle est sur ses deux jambes, enfin bon, énormément d'idées reçues, de lieux communs concernant la santé mentale, et finalement on se dit qu'en 20 ans, les choses ont quand même largement évolué, et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on traite de la même manière, et notamment dans des gros médias, ce sujet, et notamment d'une athlète, même française, qui ferait part de sa difficulté à participer à une compétition. Aujourd'hui, on va voir trois aspects du coup dans cette pop culture
et surtout dans ce que cette pop culture peut apporter dans la sphère de la santé mentale, en commençant par l'exemple un peu inévitable quand on parle de la santé mentale à l'écran, le fameux vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors c'est un film un peu par qui tout a commencé, puisque Culture Pop et Psy, on va dire l'idée a germé un soir de garde aux urgences où je proposais une hospitalisation à une jeune patiente atteinte de crise suicidaire dans notre service à l'hôpital Saint-Antoine, donc un hôpital général avec un service de psychiatrie. Et la jeune patiente, lorsque je lui propose l'hospitalisation, me dit mais non, je veux pas me retrouver là dans le film, vous savez, avec Jack Nicholson. Et donc là, je comprends qu'elle me parle de Vol au-dessus d'un nid de coucou, film que quelqu'un d'une vingtaine d'années me cite comme ça spontanément en parlant de la santé mentale. Je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable puisque ce film est quand même un film qui date de 1975 et donc un film qui a plus de 45 ans. Je suis pas certain que les millennials ou les Gen Z, en tout cas appelons-les comme on veut du point de vue sociologique, mais connaissent beaucoup de films qui ont plus de 45 ans et c'est quand même pas beaucoup de chance entre guillemets que quand il s'agit de la santé mentale, on nous ramène assez systématiquement à ce film. Film qui au passage, et ça permet de le préciser, a bien évidemment d'autres vertus que celle de la stigmatisation qu'il peut comporter. C'est un film qui a un très beau sens poétique, politique, bref, c'est un film. Alors de toute façon, il ne s'agit pas de prôner comment dire, une censure, hein, évidemment artistique. Ce film de Milos Forman a plein de films et a plein de sens et c'est un chef-d'œuvre. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais c'est vrai que si on se penche un peu sur l'image qui renvoie de la psychiatrie, bon, pour les patients globalement, soit ils font semblant d'être malades, or n'est pas fou qui veut, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, cette citation de Lacan. Et pour les autres, globalement, il n'y a aucune perspective de rétablissement ni de sortie, puisqu'ils sont dans un système pseudo-carcéral, et globalement, soit les patients sont là en tant que victimes un peu de la société, soit sont de toute façon bien trop atteints pour espérer une sortie qui se fera soit sur le mode du suicide, soit sur le mode de la fugue. Bon, c'est quand même pas une image très reluisante, même si bien évidemment elle appartient à un contexte historique. C'est sûr que si on regarde le film et que le lendemain on se dit bah tiens, est-ce que je vais être hospitalisé en psychiatrie, bon, c'est assez compliqué. L'image des soignants dans le film, là aussi elle est un peu complexe. Cette fameuse nurse Fletcher qui donc à gauche dans le film de Milos Forman est quand même un visage largement on va dire froid, un peu sadisant, en tout cas pas quelque chose de très bienveillant. On n'aurait pas spécialement envie que cette nurse-là vienne nous border ou donner des médicaments. En tout cas, on peut se poser la question du réconfort qu'elle peut apporter à ses patients et qui quand même continue un peu d'infuser, on va dire, la culture populaire, puisque actuellement sur la plateforme de streaming Netflix, vous avez toute une série consacrée pour comprendre pourquoi cette nurse est devenue aussi méchante. Bon, la première saison, on pourra en reparler aussi, hein, et comment dire, assez esthétisante. Bon, par contre, le lien entre ça et la nurse finalement, parce qu'il lui arrive déjà plein de choses dans la première saison. On se dit que je crois qu'ils ont prévu 5 ou 6 séries, 5 ou 6 saisons, donc bon, on va voir un peu comment ça évolue. C'est là encore un peu dans le domaine du gore et de quelque chose d'assez fantasmé autour de la santé mentale. Alors est-ce que tout est à jeter quand on parle de santé mentale dans les séries ? Je ne pense pas. Effectivement, il y a énormément de séries. Alors là, je vous ai mis 2 exemples. L'un américain, la série Euphoria, dont on a beaucoup parlé, notamment autour de la saison 2. Une série que je vous recommande, qui est incroyablement esthétique, avec une mise en scène, des décors, des personnages, des jeux d'acteurs qui sont assez époustouflants et qui parlent énormément de santé mentale, avec un point de vue que je trouve à la fois juste et surtout qui ne cède ni à une certaine fascination
pour la santé mentale et finalement pour le mal-être, ni à certaines facilités et encore moins en tout cas un regard stigmatisant puisque les personnages de cette série ont pour un certain nombre des troubles psychiques mais à aucun moment je trouve qu'il y a un regard dépréciatif qui est porté sur eux ou en tout cas on n'est pas dans le jugement de valeur puisque les personnages ne se résument pas à leurs troubles et rien que ça mérite d'être noté et c'est une série qui a une forte répercussion générationnelle et qui montre que justement on peut montrer la santé mentale sous à la fois un jour assez, très artistique sans rien céder à la qualité artistique et en même temps assez réaliste. Le créateur de la série ayant lui-même eu des troubles psychiques à l'adolescence, je trouve que ça apporte clairement une valeur à son œuvre. Autre série, cette fois française, la série Mental, qui elle présente voilà, le quotidien de jeunes hospitalisés en psychiatrie. Là aussi, on voit qu'il y a un effort quand même de documentation et de respect dans le regard qui va être porté, qui est quand même loin des clichés éculés qu'on avait jusque-là. Et puis, là aussi, impossible de ne pas en parler, le blockbuster français, notamment diffusé sur Arte, donc ça fait quand même pas mal de choses qui peuvent sembler près de l'oxymore. Et pourtant, cette série a eu un succès complètement étonnant, notamment pour une série qui consiste en échange entre des patients et un psychanalyste, dont la deuxième saison là, va sortir incessamment. Je crois d'ailleurs même qu'elle sort aujourd'hui. Donc pour les accros, vous allez pouvoir enchaîner avec la trentaine d'épisodes sur Arte TV. En tout cas, cette série, non seulement elle a eu un succès, alors probablement aidé par le confinement, puisqu'elle est sortie en plein confinement et même les créateurs ont été assez surpris de l'engouement pour cette série, montre quand même la qualité de représenter un visage assez humain des soins. C'est vrai que le fameux docteur Dayan, malgré parfois au détriment des praticiens, puisqu'on est nombreux à que des patients aient pu nous dire qu'ils avaient l'impression que ça n'allait pas aussi vite que dans le cabinet du docteur Dayan, où effectivement en 5 ou 6 séances et une saison, les patients se retrouvent assez incroyablement guéris. Bon, en tout cas, on voit qu'on est quand même très loin du visage du soignant sadique et inhumain qu'on a quand même longtemps vu à l'écran et que cette série, même si elle représente une partie de la santé mentale, en l'occurrence la psychanalyse, sans être non plus révolutionnaire, puisqu'ils ont quand même adapté cette série d'un format israélien qui a plus de 20 ans. Donc bon, on aurait peut-être pu, mais peut-être que la saison 2 va nous l'apporter, peut-être un regard un petit peu plus actuel et moderne. Bon, on pourra là aussi en reparler, mais en tout cas, cette série a le mérite de montrer qu'on peut là aussi traiter de ce sujet-là sans rien céder, là pour le coup, au succès commercial. Dans l'autre sens, quels sont les effets de la fiction sur la santé mentale? On a aujourd'hui, et notamment grâce à l'avènement des grandes plateformes, et notamment Netflix, moyen de capter justement quelle sont l'influence de ces séries et de cette fiction sur la santé mentale. L'exemple le plus éloquent qu'on ait, il s'agit de la série Netflix Certain Reason Why, qui donc, dont la saison 1 est autour du suicide d'une jeune adolescente qui explique pourquoi elle a voulu mettre fin à ses jours. C'est une série qui traite de sujets assez lourds, du harcèlement scolaire, du sexe sans consentement, de l'addiction, de la dépression, et avec une scène suicidaire assez explicite qui a provoqué une vague de suicides aux États-Unis. C'était la première fois qu'on avait les moyens de voir de manière aussi nette le lien entre l'apparition d'une série, son succès parmi un public, en l'occurrence le jeune public, et ses conséquences sur le système de soins, puisque pour un film de cinéma c'était beaucoup plus difficile, et c'est vrai que les séries ont cela d'assez vertigineux là aussi, le fait qu'il y a un accès directement et qu'il n'y a aucun contrôle parental, alors que le cinéma il y a quand même cet effet-là, et aussi le succès de popularité, puisque c'est rendu accessible immédiatement à tout le monde aux quatre coins de la planète. 10 à 20% de suicides en plus, c'est quand même loin d'être rien, avec des études qui ont, elles, cherché un peu au niveau des recherches Google ce qui se passait.
avec à la fois des recherches, on va dire, dans le sens de la suicidalité, mais aussi des recherches dans le sens plutôt de la recherche de soins, en disant voilà, est-ce que comme dans Saturn in Why, à qui je pourrais m'adresser si je me ressens comme ci, comme ça. Et la série, enfin le diffuseur Netflix a réagi de manière assez intelligente puisque ils ont assorti la diffusion des séries ultérieures d'un épisode spécial qui s'appelle Au-delà des raisons, où les thématiques abordées, toujours lourdes dans la série, sont discutées avec des soignants, avec les propres acteurs, avec également les scénaristes, etc., pour essayer de diffuser certains sujets qui seraient trop complexes, et la diffusion de chaque épisode avec un message de prévention qui aujourd'hui peut être relayé en France par le 3114, qui donc est le numéro la ligne anti-suicide qui est disponible donc 24 heures sur 24. Donc finalement, et Netflix in fine a aussi coupé la scène qui était pro-suicidaire. Donc je pense que ça montre bien que l'idée c'est bien évidemment là aussi pas de céder à la censure, mais bien d'accompagner ça et de voir comment nous, en tant que soignants, on peut accompagner ces modifications. À l'hôpital Saint-Antoine, on a littéralement utilisé le cinéma, cette fois dans une manière directe, puisqu'on a un groupe de psychoéducation pour les personnes qui ont un trouble bipolaire, dans lequel on a inclus la diffusion d'un film. Donc il y a 10 séances, et au cours d'une des séances, on regarde un film avec les patients. C'est en alternance, ça peut être le film Happiness Therapy, qui a été oscarisé il y a une dizaine d'années, qui là aussi porte un portrait assez juste du trouble bipolaire, où les patients ont souvent une petite préférence pour Mr. Jones, qui est un petit peu plus vintage, un film des années 80 avec Richard Gere, qui est une sorte de Pretty Woman à la sauce psychiatrique, toujours avec un personnage principal atteint de trouble bipolaire. Et donc l'idée, c'est de voir déjà si les patients peuvent reconnaître certains symptômes qu'ils ont pu avoir et finalement est-ce que ça peut aider à la psychoéducation, et ça marche plutôt bien. Et puis au-delà de ça, de voir si le film peut être pour eux un moyen d'en parler à leur entourage, et d'en parler, de peut-être visionner d'ailleurs le film, certains patients l'ont fait avec succès, pour justement montrer leurs troubles, qu'ils puissent l'expliciter, et montrer que justement ça ne concerne pas qu'eux et que ce n'est pas globalement que du cinéma. Ce dispositif a montré une amélioration, une très bonne adhésion avec un haut taux de satisfaction, mais aussi une amélioration de l'observance et de la croyance envers les traitements, avec d'autres échelles bien sûr qui étaient évaluées. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste du film, mais bien sûr du dispositif des 10 séances qui ont été évaluées. L'autre aspect dont je voulais vous parler ce soir, c'est finalement ce lien, et c'est ça qui est intéressant avec la pop culture, c'est que ça va de la fiction à la réalité, voire la télé-réalité, en tout cas l'influence des personnalités, des stars globalement. Et alors se pose toujours cette question des liens entre célébrité, créativité et santé mentale. Alors si on prend l'exemple de Britney Spears, elle est à la fois très célèbre, très créative, en tout cas une créativité qu'elle a mis au service de ses nombreux tubes pop, mais aussi atteinte de troubles psychiques, on va en parler. Alors déjà, il faut définir ce qu'est la créativité et surtout se dire, mais cette question qui peut sembler un peu insoluble, est-ce que c'est parce que les gens sont célèbres qu'ils ont des troubles psychiques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont créatifs qu'ils sont célèbres? Est-ce que c'est parce qu'ils sont créatifs qu'ils ont des troubles psychiques? La créativité, pardon, déjà il faut la définir ensemble. Si on prend les qualités de peintre de Britney Spears, on peut se poser la question de est-ce qu'elle est très créative? Bon, ça, je vous laisserai méditer là-dessus avec cette belle petite peinture. Toujours est-il que la créativité, pardon, il s'agit du fait de trouver une solution inédite à un problème grâce à l'imagination. Donc c'est à la fois quelque chose de l'ordre de trouver quelque chose, faire appel à l'imagination, de trouver des solutions inédites, mais avec une traduction très concrète qui va être celle de finalement transformer cette imagination en une résolution de problème. Donc on voit que déjà c'est pas évident de définir la créativité,
Et surtout, c'est pas évident non plus de enfin, c'est pas évident. Il faut bien voir que la créativité ne s'arrête pas justement au domaine artistique, mais traverse aussi beaucoup d'autres domaines. Alors vous allez me dire, mais pourquoi finalement cette lubie autour de Britney Spears? Eh ben, on va essayer d'y répondre ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle un Google Trends. Donc, c'est-à-dire, on voit le nombre de fois qu'une occurrence a été cherchée. Là, en l'occurrence, c'est le nombre de fois que le mot tutelle a été recherché aux États-Unis. Alors on voit que globalement, au cours de la dizaine d'années écoulées, ça passionnait quand même pas tellement les foules et qu'il y avait quelques micro-pics, mais que globalement c'était pas un sujet, la tutelle pour des soins psychiques qui passionnait les foules et qui passionnait les États-Unis. Et on voit que cet été, et même un petit peu avant, des pics comme ça d'intérêt autour de la tutelle. Vous allez me dire, mais alors d'où vient cet intérêt? Est-ce que c'est parce que il y a eu une réforme du système de soins? Est-ce que c'est parce que finalement il y a une démarche de patients qui ont fait valoir leurs droits, etc. Eh ben non, c'est grâce à Britney Spears globalement et tout l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de sa tutelle, puisque pour mémoire, la chanteuse donc a eu pendant 13 ans, a été sous une mesure de tutelle pour protéger ses biens, son tuteur étant son père, avec qui elle ne s'entendait pas, et il y a eu tout un mouvement parti de ses fans pour libérer Britney, d'où le Free Britney, et finalement terminer cette tutelle. Donc on voit que non seulement, en l'occurrence, le fait que ça concerne une célébrité a amené une attention inédite autour du sujet, mais aussi qu'aux États-Unis, c'est littéralement en train de changer la loi, puisqu'il y a une loi actuellement qui est discutée au Parlement, qui s'appelle le Free Britney Act, dans lequel il est prévu que les personnes étant sous l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle auront un droit de regard sur leur tuteur ou curateur, ce qui n'est quand même pas rien. Et finalement, on voit qu'en 2-3 mois, alors en tout cas de combat médiatique, un peu plus de temps si on parle vraiment de la tutelle de Britney Spears, ça a quand même permis de changer, ou en tout cas de potentiellement changer la loi aux États-Unis, ce qui quand même n'est pas rien quand on sait que c'est un sujet qui est à la fois complètement essentiel, hein, le sujet de la défense des droits des usagers, et qui pourtant quand même passionne pas les foules, encore une fois, et qui pour le coup a subi un changement drastique grâce au pouvoir, en l'occurrence, d'une célébrité. Donc si on revient à cette question de célébrité et créativité, il y a une étude assez intéressante qui est parue il y a quelques années où il regardait le lien entre troubles psychiques et créativité à travers l'examen de 1000 personnalités publiques dont le système d'inclusion était le fait d'avoir eu leur portrait dans le New York Times, donc un petit peu l'équivalent du Monde. Donc c'est pas n'importe qui a son portrait dans le New York Times, mais pour le coup ce ne sont pas que des pop stars ou des Kim Kardashian, bien que toutes les deux aient eu leur portrait, puisque l'idée c'était de prendre justement des personnes créatives, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y avait des grands scientifiques, des grands businessmen, des militaires, des architectes, des athlètes, des grands sportifs, toutes ces professions pour lesquelles il y a besoin d'une créativité, mais qui ne se circonscrit pas uniquement à la créativité artistique. Et ils ont comparé le risque, enfin l'éventualité que ces personnes aient un trouble psychique X ou Y, et ils ont vu que du coup au niveau des métiers artistiques, il y avait 2 fois plus de troubles psychiques parmi les professions créatives. Au-delà de ça, ce qui a été compliqué, c'est qu'ils ont mis en évidence que parmi les professions créatives, certaines avaient encore un risque plus élevé, notamment de troubles dépressifs et de consommation d'alcool, et que parmi les professions les plus à risque était le fait d'être poète. Vous allez me dire, c'est étonnant, est-ce qu'il y a un gène de la poésie qui partagerait une sensibilité à la dépression? Bon, a priori non,
Mais si on s'interroge un peu à la représentation du poète et de, par exemple, un poète qui va mal, il y a quand même de grandes chances qu'on se dise que c'est normal finalement parce qu'il est poète et que c'est à ce prix-là qu'il va créer des choses extraordinaires et que finalement un poète atteint de dépression, il y a très peu de chances que quelqu'un à un moment lui conseille de consulter, mais qu'au contraire on se dise que c'est génial, il est en train de créer, d'inventer quelque chose d'assez extraordinaire. A contrario, un grand patron du CAC 40 qui s'enferme dans le noir et qui pense que le monde court à sa perte, il y a peu de chances qu'on se dise que ce soit génial, que ce soit qu'on va le laisser 6 mois dans sa chambre et qu'il va revenir avec une idée incroyable. Il y a aussi peu de chances que si on le voit consommer de l'alcool et de la cocaïne, là aussi tout le monde applaudisse et trouve ça incroyable. Or, c'est quand même très souvent ces idées reçues que vont à la fois dont vont être victimes les artistes qui peuvent être propagés notamment par l'entourage, mais aussi eux-mêmes avec une appropriation de ces idées reçues. Ce qui explique un haut taux de mortalité. Là, c'est des études qui portent spécifiquement chez les musiciens. Des exemples, il y en a un certain nombre, le Club des 27, mais aussi des grande célébrité de la pop musique. C'est vrai que là j'ai mis l'exemple de Whitney Houston, mais si on regarde Michael Jackson, Prince ou George Michael, qui sont un peu ses collègues des charts dans les années 80, il y a plus grand monde qui est encore là. En tout cas, tous sont décédés de troubles psychiques. Cet effet de surmortalité, notamment chez les musiciens, étant majeur dans les 3 à 25 ans qui suivent l'éclosion de la célébrité. Donc il y a quand même un effet aussi propre, une vulnérabilité qui va être développée autour de la célébrité, au-delà de la créativité. Et probablement un effet quand même du star system qui était plus délétère dans les années 80. Tous les exemples que je vous ai cités, les 4 derniers, étant des pop stars ayant eu le sommet de leur gloire dans les années 80, et pour le coup qui tendraient à s'amenuiser avec le temps, avec bien évidemment là aussi quelque chose de plurifactoriel, puisque cette vulnérabilité alors dépend de la créativité, dépend de la célébrité, mais dépend évidemment aussi des traumatismes infantiles et en tout cas des autres caractéristiques qui peuvent expliquer une vulnérabilité chez les personnes, chez tout le monde et évidemment chez les célébrités. Dans l'exemple de Whitney Houston, le documentaire Whitney qu'on avait regardé au Ciné Club, j'en reparlerai plus tard, montre bien que pour le coup elle avait un peu tous les facteurs de risque et notamment des violences sexuelles dans l'enfance. Ça, c'est toujours un Google Trends. J'allais dire, je suis accro à Google Trends. C'est vrai que c'est un bon moyen, je trouve, de capter des signaux un peu faibles et en tout cas des signaux d'intérêt médiatique. Et là, cette fois, il s'agit du mot trouble bipolaire aux États-Unis. Alors, on voit qu'il y a 2 pics. Un en 2016 et un en plus récemment, enfin en 2018 et l'autre plus récemment. Et alors on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans le trouble bipolaire au cours des 10 dernières années? Est-ce qu'on a trouvé un nouveau traitement, une nouvelle psychothérapie? Est-ce qu'il y a une grande avancée scientifique? Alors oui, il y a eu des avancées scientifiques, mais l'attention médiatique autour du trouble bipolaire, le premier pic, il s'agit du moment où Mariah Carey a parlé de son trouble bipolaire, donc une diva américaine extrêmement célèbre qui a fait une une autour de disant qu'elle était atteinte d'un trouble bipolaire. Le deuxième pic, il s'agit du moment où Kanye West, c'est le rappeur américain, s'est lancé dans une présidentielle un peu houleuse dans le sens où il a concouru à l'élection présidentielle américaine en se lançant trop tard de toute façon pour avoir la moindre chance d'être élu puisque beaucoup d'États n'ont pas enregistré sa candidature. Et il s'est également donné dans plusieurs conférences assez complexes, dans un état entre rire et larmes, avec des propos très alambiqués sur sa femme, sur l'esclavage, enfin bon, manifestement une communication pas très maîtrisée pour quelqu'un qui, quelques années auparavant, avait fait part du fait d'être atteint de troubles bipolaires, mais aussi, alors à un moment de son choix de se faire soigner, puis de son choix de plus du tout se faire soigner, ce qui explique probablement son actualité assez mouvementée, on pourra également en reparler.
Le fait qu'une célébrité parle comme ça de sa santé mentale, c'est ce qu'on appelle le coming out en santé mentale. Alors ce terme de coming out, il vient essentiellement, enfin il est né autour de la révélation de l'orientation sexuelle d'un sujet. Ce qui est le parallèle qui est assez fort et qui fait que les chercheurs utilisent ce terme de coming out, c'est qu'il s'agit de révéler des stigmas qui peuvent être considérés comme invisibles. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas rarement son coming out en tant que personne racisée ou handicapée physique. Mais pour le coup, l'orientation sexuelle et les troubles psychiques partagent cet aspect-là dit invisible. En l'occurrence, quand une célébrité de l'ampleur de Mariah Carey parle de son combat avec le trouble bipolaire, on voit que ça amène une attention inédite sur le sujet. Et alors c'était une des célébrités les plus connues aux États-Unis en ayant parlé, même si ça faisait suite à plusieurs célébrités, notamment l'actrice Catherine Zeta-Jones, et que ce mouvement-là est un moyen assez inédit, puisque jusqu'à une quinzaine d'années, ça n'existait quasiment pas. Soit on apprenait une fois que la personne était décédée, soit au cours ou au décours d'un passage à l'acte suicidaire, en tout cas pas à des moments où les personnes allaient bien, étaient en état de rétablissement, ce qui était le cas de Mariah Carey. Ce qui fait que du coup c'est finalement un moyen d'empowerment, c'est d'ailleurs le terme qu'elle a pu utiliser et sur lequel elle a été d'ailleurs rejointe par Kanye West. Quand une célébrité parle d'un problème de santé, c'est ce qu'on appelle l'Angelina Jolie Effect. Alors rien à voir avec sa performance d'actrice dans le dernier Marvel, quoique, puisque en l'occurrence, ce dernier Marvel, donc qui s'appelle les Eternals, est assez marrant, montre bien un peu les nouvelles tendances hollywoodiennes, c'est-à-dire que quasiment chaque super-héros est soit racisé, soit appartient à une minorité de genre, soit une minorité ethnique, et même donc Angelina Jolie qui elle du coup montre un visage de la folie, bon, qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est pas très subtil pour le coup, on reste quand même sur un Marvel, mais en tout cas, on voit bien que ce mouvement, et c'est ce que je trouve très intéressant au niveau social, est pris finalement dans un mouvement beaucoup plus global de déstigmatisation, de finalement révélation de soi, de partage finalement très accentué sur les réseaux sociaux, mais que je trouve qui est assez intéressant et qui fait que finalement la santé mentale devient un des sujets sur lequel le stigma est en train de se lever. Pour revenir à Angelina Jolie et ce qu'est l'Angelina Jolie Effect, il s'agit en fait du fait que l'actrice, il y a une dizaine d'années, a révélé le fait d'être atteinte d'une mutation génétique qui s'appelle BRCA1, qui fait qu'elle était à très haut risque de développer un cancer du sein. Et le traitement, dans ces cas préventifs, la prophylaxie proposée, est l'ablation des deux glandes mammaires, ce qui est un traitement très invasif et évidemment, et on le comprend bien, sur lesquels les personnes concernées peuvent avoir certaines réticences. Et bien en fait, le fait que cette actrice en ait parlé, là aussi dans le New York Times, dans une tribune, où elle expliquait la mutation et son choix finalement de subir cette double mastectomie, a permis d'améliorer le dépistage du cancer du sein aux États-Unis chez les femmes de plus de 50 ans, mais aussi d'améliorer l'acceptation du traitement et finalement le taux de dépistage de la mutation. Donc on voit bien que c'est loin d'être anecdotique et que lorsqu'une célébrité parle d'un problème de santé, ça a des répercussions majeures sur le système de soins et que je pense que c'est pas un très bon calcul de voir ça uniquement comme un phénomène qui concernerait la rubrique People. Ceci dit, malheureusement, on voit que c'est toujours un peu deux poids deux mesures. Et qu'entre Angelina Jolie qui a été encensée, et à raison, pour son choix de faire part de sa mutation et de son choix de traitement, Mariah Carey, elle, les réactions ont été plus mitigées. Ça, c'est une étude qu'on a faite dans le service où on a regardé la tonalité des messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, concernant le coming out de Mariah Carey.
Et au-delà des messages de soutien et des messages de fans, il y avait quand même 15% de messages stigmatisants où on reprochait à la diva de faire du cinéma, où on lui reprochait de dire ça pour relancer les ventes de son album, où on lui reprochait au contraire finalement de faire ce coming out alors que tout le monde savait qu'elle était bipolaire. Bon, avec des exemples qui clairement n'avaient absolument rien à voir avec la symptomatologie bipolaire. Donc on voit bien que aujourd'hui encore ça reste et finalement cette stigmatisation c'est un peu la même que celle qu'affrontent les patients dans le sens où leur parole va être systématiquement remise en cause vis-à-vis d'un diagnostic, chose qu'on n'imaginerait pas possible. Personne n'a vu la prise de sang d'Angelina Jolie qui montrait qu'elle était atteinte de la mutation et pourtant, heureusement, ou d'ailleurs le compte-rendu opératoire de sa mastectomie, hein, bien évidemment, et pourtant on voit que quand une personne parle de santé mentale, c'est un des réflexes qui va arriver. Pourtant, il y a quand même de l'espoir, en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre, puisque de nombreuses célébrités, et là en l'occurrence il s'agit de Selena Gomez, qui a longtemps été la personne la plus suivie sur le réseau social Instagram, elle-même a parlé beaucoup à la fois de ses troubles physiques, puisqu'elle est atteinte d'un lupus, et de ses troubles psychiques, notamment le trouble bipolaire dont elle est atteinte, et qu'aujourd'hui, elle se considère, alors elle est actrice, chanteuse et businesswoman, mais surtout se considère comme une activiste de la santé mentale. Et là aussi, finalement, si on cherche des exemples sur le sujet et de célébrités de notoriété équivalente, on serait en peine d'en trouver il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, ce qui montre à quel point les choses sont en train d'évoluer. Le troisième aspect de Culture Pop et Psy dont je voulais vous parler, c'est celui des soignants. Puisque on sait que les soignants ne sont pas indemnes des idées reçues. Là, c'est des choses qu'on connaît bien. C'est vrai que nous, à l'hôpital Saint-Antoine, on y est peut-être particulièrement sensible, puisqu'encore une fois, on est un service de psychiatrie au sein d'un hôpital général, et donc on est au quotidien en contact avec les autres services, et notamment, c'est vrai pour les étudiants infirmiers, qui du coup passent d'un service à l'autre. Ça, c'est une étude qu'on avait faite chez 160 étudiants infirmiers qui montrait qu'il y avait quand même 2 tiers d'entre eux qui avaient une représentation négative de la dépression et des traitements antidépresseurs. Ce qui pose quand même des questions en disant que un des rôles de ces futurs soignants sera quand même de dispenser les traitements et puis de finalement expliquer la thérapeutique et accompagner les personnes atteintes de dépression, et que 2 tiers, c'est finalement un peu ce qu'on retrouve dans la population générale. On a répliqué cette étude, cette fois avec environ 1500 étudiants infirmiers, où chacun avait une formation différente. C'est-à-dire que le premier groupe avait une formation théorique, le deuxième groupe avait un stage en service de psychiatrie, le troisième avait les deux, et le quatrième n'avait rien du tout. Il faut savoir que ce soit la formation ou le stage, c'était des choses qui étaient inclus dans le cursus général, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des cours spécifiques sur la stigmatisation, bien évidemment, ni sur la représentation de la dépression ou des antidépresseurs. C'était vraiment la formation, le cursus général des étudiants infirmiers avec du coup leurs cours sur la santé mentale. Et de même, c'était des stages qui étaient très variés. Ça allait d'un stage en CMP à un stage en hôpital de jour, à un stage en service de psychiatrie ouvert ou fermé. Donc on était sur quelque chose de très naturalistique. Et on a regardé là aussi finalement quelle était leur représentation de la dépression et des traitements antidépresseurs. Là, ce qu'on a montré, c'est que seule l'association d'une expérience pratique en stage et de connaissances théoriques permettait d'améliorer la représentation de la dépression et des antidépresseurs, quand bien même celle-ci n'était pas faite à dessein de déstigmatisation. Et que finalement, je pense que ça c'est un résultat qui est intéressant, notamment parce qu'il nous permet de dire et de faire dans les actions de déstigmatisation, de dire qu'à la fois ça va reposer sur des connaissances théoriques, et que là-dessus, je pense que utiliser les films, les séries ou les célébrités, c'est pas inintéressant, notamment, encore une fois, quand on parle de l'impact. C'est sûr que si on parle à des millions de personnes, même si c'est de manière
on va dire légère, et ben ça touche quand même beaucoup de personnes et que là-dessus il y a un effet masse qui peut être intéressant mais aussi assorti à de l'expérience et là-dessus alors bien évidemment écouter une interview de Britney Spears autour de sa tutelle ça va pas remplacer un service un stage en psychiatrie bien évidemment mais le fait que ce soit des personnes concernées directement par les troubles qui s'expriment dans les médias je trouve que c'est quand même très intéressant et que on peut se dire que c'est un moyen très efficace, et ça beaucoup d'autres d'études l'ont montré d'ailleurs, de lutter contre cette stigmatisation. D'autant plus que on est à un moment un peu charnière et on va finir là-dessus avec des icônes, on pourrait dire, autour de cette déstigmatisation de la santé mentale. Alors là, il s'agit de l'actrice et chanteuse Lady Gaga, qui, elle, a donné cette interview au cours de la parution de son dernier album, où elle dit texto « Je prends un antipsychotique parce que je ne peux pas toujours contrôler les choses que fait mon cerveau. Et je dois prendre ce médicament pour arrêter ce processus. » Beaucoup de gens ont peur des médicaments faits pour aider leur cerveau. Je veux lutter contre le stigma à ce sujet. Pour le coup, si là aussi on regarde il y a 20 ou 30 ans, une célébrité de cette envergure qui explique qu'elle, finalement, pour aider son cerveau à fonctionner, c'est d'un antipsychotique dont elle a besoin et pas de sexe, drogue et rock'n'roll ou pas de spécialement la religion ou autre chose. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, notamment quand on sait, même si on a parlé plus des antidépresseurs, que les antipsychotiques sont charrient encore plus d'idées reçues et bien évidemment l'expérience psychotique en elle-même. Donc on voit bien qu'il y a quand même une libération de la parole à ce sujet qui est enfin en train de traverser l'Atlantique. Peut-être que certains d'entre vous y auront assisté même en direct, en tout cas devant leur poste de télévision, la prise de parole slash chanson de Stromae qui a parlé de ses idées suicidaires au JT de TF1 et surtout de ses idées suicidaires résolues qui, on le sait, sont un moyen de sauver des vies. Et en l'occurrence, c'est probablement le cas, même si on n'a pas encore les études pour le montrer, mais les premiers signaux montrent que la diffusion de ce JT a été assortie d'une vague d'appels du 3114, donc la ligne de téléphone anti-suicide, ce qui montre que là encore, non seulement c'était la première fois que ça arrivait d'une célébrité francophone de cette envergure, mais aussi sur une plateforme aussi massivement suivie, puisque c'est quand même le JT numéro 1 en France et d'ailleurs en Europe, il me semble. Ce qui est intéressant, et on l'a vu, c'est qu'on parle de personnes assez différentes, que ce soit des pop stars, des acteurs, des actrices, des chanteurs francophones, mais aussi dans le milieu de la mode. Et là, c'est une autre citation que je trouve intéressante et qui, pour le coup, est portée par une créatrice française. Il s'agit de Isabelle Marant, la créatrice de mode à l'origine de la marque Isabelle Marant, qui est une des belles marques, des beaux labels français, qui elle parlait justement de cette représentation du créateur artistique qui carbure à la cocaïne, et elle dit: ce métier, c'est devenu une course contre la montre. La vie d'un créateur de mode, c'est plus du tout sexe, drogue et rock'n'roll, mais plutôt végétarisme, yoga et sommeil. Pour encaisser tout ça, il vaut mieux être en forme. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette citation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans le monde de la mode pour finalement se l'appliquer. On évolue quand même dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de pression, et notamment sur le lieu du travail, et que finalement qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il ne s'agit pas de transformer toute prise de parole en pub pour la santé mentale, mais qu'aujourd'hui, de manière spontanée, il y ait des paroles un peu dissidentes, parce que une créatrice de mode qui a autant de succès, qui dit qu'effectivement sa vie, c'est plutôt yoga et week-end à la campagne pour se reposer, plus que les clichés qu'on avait pu avoir sur les défaites au fin fond de la nuit avec de la cocaïne. C'est quand même assez intéressant parce que je pense que pour des étudiants en mode, par exemple, c'est important d'avoir d'autres prises de parole. Alors, il ne s'agit pas qu'il n'y ait que ça, bien évidemment, mais en tout cas quelque chose de plus panaché dans lequel chacun peut se retrouver. Et c'est ce que je trouve intéressant.
Bien évidemment, tout ça, ça pose des questions et on va presque finir avec Britney Spears qui, alors vous allez dire, j'en ai beaucoup parlé effectivement parce que c'est encore une fois probablement aujourd'hui au monde la personne la plus célèbre au monde atteinte de troubles psychiques et en tout cas ayant fait l'objet d'une tutelle et donc ça change quand même beaucoup de choses et puis finalement elle est un peu entre ces deux ères l'ère de la communication ultra verrouillée dans laquelle elle a eu le début de sa carrière avec quelque chose de très standardisé. On lui a beaucoup reproché d'être un produit commercial, de pas pouvoir s'exprimer, d'être quelque chose de très marketé. Et finalement, aujourd'hui, probablement quelqu'un qui, notamment sur les réseaux sociaux, a un des comptes Instagram les plus originaux, les plus spontanée puisque effectivement elle peut mettre des photos d'elle pas forcément à son avantage qui correspondent pas du tout au code esthétique de la plateforme ultra soigné ou elle fait pas ou peu de placements produits etc donc il y a vraiment quelque chose de très spontané que je trouve assez touchant assez créatif et que finalement la manière dont son compte parfois est moqué, malheureusement, ça ressemble quand même beaucoup à la manière dont certaines personnes atteintes de troubles psychiques peuvent être moquées dans notre société, et que finalement, je trouve que c'est un bel exemple là, de quelqu'un qui reprend un peu le contrôle de sa vie et qui le dit, voilà, je fais un peu ce que je veux, et si j'ai envie de publier des photos de moi en train de manger du chocolat, et ben c'est ce que je fais, et que venant d'où elle est partie, et probablement elle garde, alors elle n'en a pas encore vraiment parlé du trouble dont elle est atteinte, elle le fera ou pas, mais il y a un moment où elle le décide et c'est son choix, ce qui permet aussi de préciser que dans Culture Pop et Psy, j'utilise essentiellement et même uniquement des prises de parole de personnes qui parlent en leur nom propre de leurs troubles. Qu'il ne s'agit pas de se mettre à diagnostiquer Hollywood à coup de compte Instagram, parce que ce serait ni possible, ni très intéressant, ni une avancée clairement pour la déstigmatisation justement. Et ben, je trouve que c'est un modèle qui est assez inspirant. Pour finir, vous allez me dire, alors qu'est-ce que viennent faire ces dinosaures de Jurassic Park 25 ans après dans cette présentation? Et ben aujourd'hui, on sait qu'il n'y a jamais eu autant de découvertes en paléontologie, qu'on n'a jamais autant étudié les fossiles, qu'on n'a jamais autant découvert de nouvelles espèces, et que finalement la paléontologie n'a jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui. Et tous les experts dans le domaine s'accordent sur le fait que l'origine de cet essor de la paléontologie, c'est le fait qu'il n'y a jamais autant de gens qui veulent devenir paléontologues et que tout ça vient quand même de Jurassic Park, ce qui est quand même assez étonnant. On savait que Steven Spielberg avait réussi à donner une phobie des requins à toute une génération, voire des générations avec les dents de la mer. Et ben il a aussi réussi à sensibiliser des générations de spectateurs à rendre le fait que peut-être qu'en fait paléontologue c'était pas un métier si ennuyeux et que bon, les probabilités de demain aller chevaucher un tricératops sont assez réduites, hein, mais en tout cas, on voit bien qu'avec une œuvre de fiction, il a quand même réussi à donner un élan envers toute une profession. Alors, est-ce qu'on aura un jour un Jurassic Park de la psychiatrie ou de la santé mentale? Eh ben, on peut en tout cas l'espérer je pense qu'on a un moment où justement on n'a jamais autant parlé de toutes ces questions de santé mentale et notamment sur c'est ce que j'ai essayé de vous montrer des airs et des manières de le faire le plus différentes possible et que on peut se souhaiter ça notamment quand on sait que la psychiatrie reste très peu choisie et que globalement les soignants en santé mentale manquent cruellement et que a priori ça va pas s'arranger demain, quoique peut-être que justement ce sera aussi un des effets positifs qu'on peut attendre et espérer. Donc merci beaucoup pour votre attention, on va dire multiplateforme. Pour ceux que ça intéresse, donc j'ai écrit un livre et c'est à ce titre-là, encore une fois, que je remercie la chaire de philosophie de m'avoir invité, qui s'appelle Pop et Psy, dans lequel j'essaye d'expliquer la santé mentale en utilisant la pop culture, ainsi qu'un second livre qui est paru en novembre dernier qui s'appelle Addict, qui là est centré sur les consommations de produits
toujours avec des liens avec le cinéma et les séries, les célébrités. Et j'ai également un ciné-club. Alors la dernière séance était hier, mais il y a une prochaine séance, c'est le 27 avril. On va regarder le film Qui a peur de Virginia Woolf, un film magnifique que je vous conseille de regarder. Bon, au cinéma, c'est encore mieux, mais c'est vrai qu'il passe plus beaucoup, donc si vous voulez le voir au cinéma, ce sera avec plaisir. C'est donc au Brady le 27 avril. Ça fait partie d'un cycle Addict à l'écran où on a regardé depuis le début de l'année la Baie des Anges, Requiem for a Dream, Douleur et Gloire, enfin des films voilà, pop assez variés. Et après, il y a un débat, c'est toujours un moment très enrichissant. Et puis également un cycle de conférences au MK2 là, pour la troisième année, dont la prochaine séance est ce samedi. On va parler du documentaire Amy et des soins et du traitement dans les addictions. Donc merci beaucoup, on a encore un peu de temps pour les questions et les échanges.